Donc, bonjour à tous, ici Elsa de Ludipsy, une plateforme sur laquelle j'aborde la santé mentale et bien sûr la ludification, la gamification. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de rencontrer Joëlle. Joëlle qui est la directrice de Abri du Gamer. Et qu'est-ce que c'est exactement Abri du Gamer? Ben, c'est justement ça qu'on s'en va découvrir. On va également discuter de comment est-ce qu'il peut y avoir des enjeux ou des défis particuliers de fonder des organismes dans le domaine du jeu. Donc, ça va être vraiment intéressant de discuter avec Joëlle. Donc, tout d'abord, bonjour! Allô! Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. Je sais que de ce que j'observe sur les médias sociaux, tu es quand même pas mal occupé là, sur plusieurs plateformes. On voit de plus en plus Abri du Gamer qui prend sa place, là, une place qui est bien sûr très méritée puis surtout nécessaire. Là. Merci de m'avoir invité aussi à cette petite entrevue. C'est bien gentil. Oui, ça fait plaisir. Comme j'ai mentionné, j'aborde bien sûr la santé mentale et la gamification, la ludification qui est en lien avec le jeu. Donc, c'est sûr que l'organisme Appris du Gamer vient combiner les deux. Donc, ça tombe vraiment bien. Tout à fait. Peut-être pour commencer, justement, est-ce que tu pourrais présenter un peu ton profil, ton parcours académique professionnel qui t'a amené à récemment dire j'aimerais ça fonder un organisme pour soutenir les gens, là, les gamers. Ça a commencé, c'est un parcours qui a commencé quand même très tôt. Quand j'étais adolescente, là, encore vers 16-17 ans, ce que je voulais faire, moi, dans la vie, c'était de l'animation 3D. J'aimais beaucoup les jeux vidéo. J'en faisais beaucoup quand j'étais adolescente. Je jouais beaucoup. J'avais vraiment le goût de faire ce travail-là. Rendu adulte, j'ai été quand même assez découragée par les gens autour de moi de faire ce travail-là. C'était encore méconnu. Donc, j'ai comme mis ce projet-là de côté. Je l'ai comme, pour moi, abandonné à ce moment-là parce que ça fonctionnait pas. Puis ça coûtait aussi très, très cher à ce moment-là. C'était dans des collèges privés que ça se donnait. Donc, c'était un peu compliqué. Fait que j'ai mis ça de côté. J'ai passé plusieurs années ensuite que je savais pas ce que j'allais faire dans la vie. Je me suis beaucoup cherchée. J'ai fait des petits travaux ici et là. Avant que je devienne enceinte. Et puis que là, je me suis découvert vraiment une passion pour tout ce qui concerne la grossesse, les enfants, puis tout ça. Fait que ça m'a donné l'idée. Je dis, je vais aller faire mon cours d'infirmière, puis je vais pouvoir travailler dans ce domaine-là. Quand j'ai recommencé le cégep vraiment plus tard, j'avais 26 ans quand je suis retournée au cégep par mon cours en soins infirmiers. Les jeux vidéo ont pris le bord dans ma vie. Que là, les études en soins, j'avais ma famille, tu sais, être capable de conjuguer déjà tout ça ensemble, ça jouait quand même de temps en temps, mais pas énormément. Après ça aussi, avec la carrière que j'ai eue comme infirmière, j'avais pas vraiment de temps à consacrer à ça. Puis là, un moment donné, est arrivé un événement que ça me tentait plus de faire ça, être infirmière. Je savais plus quoi faire non plus. Je me suis encore retrouvée dans une espèce de vide que qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, je suis encore jeune. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je savais pas trop. Il est arrivé un moment, donc en janvier 2021, que j'avais pas de travail parce que je savais pas quoi faire. Et ma belle-sœur qui travaille PJ qui me parlait qu'elle rencontrait beaucoup de problématiques par rapport à la cyberdépendance des jeunes qui sont beaucoup sur les jeux en ligne, puis qu'elle savait pas trop quoi faire. Elle avait pas d'outils vraiment pour leur dire, tu sais, tu peux aller voir ci, aller voir ça. Fait que moi, j'y avais parlé du projet qui avait déjà existé, qui était Intervenant Gamer. J'avais dit, va voir ça, tu vas voir, ils vont t'aider, ils vont pouvoir te donner des cues. Dis à tes jeunes d'aller voir ça. Puis, quand j'ai voulu chercher les infos, je me suis rendu compte que c'était fermé. Puis, pour moi, ça ne se pouvait pas que ce service-là n'existe plus. C'est comme, ça avait été parti une fois, ça pouvait ne plus exister. Fait que j'ai communiqué avec les gens qui faisaient partie de Intervenant Gamer, puis j'ai eu comme... ça me prenait l'autorisation des gens pour pouvoir
dire, tu sais, je veux pas juste skier, je veux vraiment reprendre ça. On fait un organisme avec ça, on fait quelque chose de solide, on bâtit quelque chose qui va être là pour rester. Les gens ont juste tout le monde embarqué. Tout le monde a suivi. Fait que ça a parti. La semaine d'avant, je savais pas encore ce que j'allais faire dans la vie, puis la semaine d'après, j'étais en train de créer un organisme communautaire de A à Z. Tu sais. C'est incroyable. C'est vraiment inspirant, en fait, comme histoire, de voir que, en fait, il y a plusieurs éléments. Je tiens à mentionner tout d'abord, moi, j'ai un parcours similaire. Je trouve ça vraiment Ah oui? intéressant. Oh! Quand j'étais jeune, de mon côté, je voulais aller en animation 3D. Donc, tout ce qui est bon, le dessin dans les jeux vidéo, les graphismes. Mais on m'a extrêmement découragée en me disant, ah, ben, ah, t'es pas assez bonne, tu trouveras pas d'emploi, tes chances sont là, t'es mieux de faire autre chose dans la vie. Puis bon, à cette époque, j'étais jeune et influençable, malheureusement. Bon, je sais pas si j'aurais aimé ça aujourd'hui, mais dans tous les cas, ça fait en sorte que j'ai vraiment changé de trajectoire. Je suis quand même contente parce que j'adore ce que je fais comme travail aujourd'hui, mais on se rend compte de l'impact des gens autour de nous, de l'importance de s'entourer de personnes qui sont là pour nous soutenir et qui nous encouragent plutôt que de personnes qui vont disons, peut-être un peu trop nous dire les aspects négatifs et nous rabaisser dans ce qu'on souhaite accomplir. Mais effectivement, donc je trouve ça intéressant que tu aies mentionné ça, qui t'a amené dans ton cheminement. C'est des expériences de vie qui nous amènent à des belles surprises aussi. Donc là, de ton côté, à travers tout ton cheminement, j'en comprends que tu es une personne quand même assez entreprenante, là, d'avoir entrepris les études aussi en soins infirmiers plus tard, ce qui est quand même difficile parfois de retourner à l'école après avoir fondé une famille, puis aussi la différence d'âge parfois qui peut être quand même un certain enjeu. Oui, oui, tout à fait. J'avais certaines personnes qui étaient dans mon cours que j'avais 10 ans de différence. Tu sais, j'avais 10 ans de plus que les autres filles, parce que là, c'était plus des filles qui avaient dans le cours de soins. Mais tu sais, souvent, on était en stage, puis ils venaient me voir pour me poser des questions, puis ils m'appelaient maman, tu sais, parce que là, ils trouvaient ça donc drôle que je sois plus vieille que toutes eux autres, tu sais. Même des fois, j'étais plus vieille que les profs. Mais tu sais, ça me Ouais. dérange pas. Moi, je m'adapte super bien, puis ça a bien été, mais je pense que, si tu parlais le retour à l'école, des fois, c'est difficile avec la famille. Moi, je regardais les jeunes filles qui étaient, OK, je suis à l'école 40 heures semaine avec les Mm. stages, je travaille quasiment à temps plein aussi de nuit pour être capable d'arriver à payer mes affaires, tu sais, payer mon logement, payer ma bouffe, payer ma voiture, payer l'école. Puis moi, j'étais, ben, moi, oui, j'ai un enfant, mais il était jeune. À 8 heures le soir, il est couché. J'étudie mes affaires après, puis pas tant compliqué, tu sais. Avec eux autres, il y avait beaucoup plus de sacrifices à faire que moi, finalement. OK. Intéressant. Ça demande une bonne gestion des priorités aussi, une bonne Tout organisation à pour fait. mettre ça en place. C'est Tout vrai à que des fait. fois, l'expérience amène beaucoup Oui, quand on est aussi. aux études. Oui, parce que oui, si je me mets moi, à 16 ans, à aller étudier en soins infirmiers, pas sûr que ça aurait Mm. marché. Mhm. OK. Et là, c'est vraiment un peu les circonstances qui t'ont amené à dire euh, c'est une ressource qui existait, qui était exceptionnelle, nécessaire dans le domaine, dans la communauté en fait. Et là, il faut repartir ça. Et Oui, j'en ai compris que ça s'est adonné dans le temps que tu avais du temps libre, que tu as cette personnalité-là entreprenante, et là, tu t'es dit, ben, je vais essayer de rassembler ces choses-là. Là. ah, exactement. Étant donné que j'étais sur le chômage à ce moment-là, ben tiens, pourquoi pas en profiter justement pour commencer à construire quelque chose. Je me suis trouvé un autre emploi aussi là, à temps partiel parce que là, j'ai quand même pas de salaire avec l'organisme. Étant donné que c'est nouveau puis qu'on n'a pas de subvention encore, ben, tout le monde est bénévole, donc incluant moi. J'ai besoin d'argent aussi pour vivre. Fait que C'est une réalité. ben, c'est ça. Fait que je me suis trouvé un petit peu plus tard là, un autre emploi à temps partiel. Donc, je combine les deux. Permet aussi d'avoir quand même tout, mais d'avoir aussi du moment pour l'organisme.
OK, OK. Donc effectivement, tu sais, souvent, c'est ça qu'on voit dans les organismes. En fait, est-ce que Abri du Gamer est considéré comme un organisme communautaire? Oui, c'est organisme OK. communautaire, organisme à but non lucratif, c'est un peu toute la même chose. On est enregistré là au niveau du, registraire des entreprises du Québec, donc on a un numéro d'organisme. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est réel, qui est inscrit, puis qui est Mhm. officiel. OK, OK. Donc, c'est sûr que souvent dans les organismes à but non lucratif, les organismes communautaires, il y a beaucoup d'implications bénévoles. Parce qu'effectivement, un organisme communautaire, le financement vient surtout j'allais dire des commandites ou des gens qui soutiennent ou parfois des bourses s'il y en a qui existent. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant de voir à quel point les gens peuvent s'engager dans un projet et comment est-ce qu'on arrive à créer vraiment un sentiment de communauté, un sentiment d'appartenance. Euh, je tiens à dire, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Abri du Gamer, que ça prend de plus en plus de place. C'est vraiment une belle communauté qui est en train de se créer. On peut les retrouver sur différentes plateformes, notamment sur Twitch. Il y a un Discord également. Quel autre média social est-ce qu'on peut vous retrouver? On est sur Instagram aussi. On a une chaîne YouTube aussi qui est débutée. Il y a pas grand-chose dessus encore, mais c'est justement mon prochain travail pour cet automne. Donc, de mettre des entrevues aussi, de parler de des problématiques, en particulier mentales, avec des gens qui travaillent vraiment dans ce domaine-là, qui vont pouvoir venir nous en parler, de type comme par exemple, j'ai avec qui je vais discuter prochainement où on va parler du deuil. On va parler, tu sais, qu'il y a juste, c'est pas juste le deuil de quelqu'un, des fois c'est le deuil d'un projet, des fois c'est le deuil d'une situation, des fois. Fait que de parler d'aller un peu dans une autre sphère de ces discussions-là pour montrer un peu c'est quoi ça, puis comment je peux me sentir là-dedans, puis comment je peux aider quelqu'un là-dedans. Et on veut faire aussi une partie qui va vraiment expliquer c'est quoi comme une dépendance aux jeux vidéo? Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Pourquoi qu'une personne peut se retrouver qu'elle aime mieux jouer à des jeux vidéo que sortir de chez elle? Donc, ça va permettre d'expliquer à ceux qui prennent pas ce domaine-là, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui comprennent pas, euh, ça va permettre les autres puissent l'écouter puis de se dire ah ok c'est pour ça que les gens font ça, ah ok ben là je comprends mieux pourquoi que ça devient un échappatoire des fois les jeux vidéo ou à la vie réelle. Plusieurs petits trucs là-dessus. J'ai eu des demandes pour partir un TikTok aussi, mais honnêtement, je connais absolument rien dans le TikTok. Puis je sais pas quoi mettre là-dedans parce que tu sais en fait moi je veux pas mettre Brie, c'est pas mon visage à moi, tu sais, c'est le visage de plusieurs personnes, c'est le visage de la communauté. Fait que qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Aucune idée. Si vous avez des idées, vous me le direz. Oui, écrivez-nous dans les commentaires. C'est ça. Ben oui, effectivement. Puis je pense qu'on amène un petit point intéressant ici, c'est de nos jours pour aller chercher aussi la communauté, exemple de joueurs, il faut être présent beaucoup sur les médias sociaux. Et beaucoup, exemple Discord, Twitch pour les joueurs de plus de jeux vidéo, qui est quand même assez important, assez présent. Mais il faut aller chercher les plus jeunes, TikTok qui est la plateforme quand même à la mode. Mais il faut vraiment comme beaucoup d'adaptation et aussi d'aller chercher, je pense que tu l'as bien mentionné, des gens qui veulent s'impliquer puis amener vraiment du contenu différent sur différents types de plateformes aussi, là. Ouais, tu sais, c'est ce que je dis. Souvent, je nous appelle les travailleurs de rue, mais d'Internet, parce que le but, c'est vraiment de se tenir où ce que les gens se tiennent. Tu sais, les travailleurs de rue, ils se tiennent d'un parc pour aller chercher les gens qui sont là puis être capable d'aller les aider. Ben nous, c'est la même chose, mais c'est sur les plateformes que les joueurs utilisent parce que c'est là-dessus qu'ils se tiennent. Puis s'ils vont pas chercher l'aide extérieure, ben au moins, ils ont un accès facile de l'intérieur, de chez eux, assis chez eux. Tu peux aller discuter avec un intervenant de peu importe quoi, puis tu vas trouver des réponses à tes questions. Mhm, effectivement. Je fais un petit parallèle ici, je tiens à mentionner parce que euh, avec, exemple, la pandémie, dans le domaine de la psychologie, le télétravail, puis l'intervention à distance avec la technologie est devenue de plus en plus populaire. Mais avant, c'était quand même tabou.
Dans le sens que il y avait des craintes par rapport aux médias, aux différents médiums, le lien, l'alliance thérapeutique. Finalement, les études qui ont été faites, il y en a eu plusieurs pendant le temps de la pandémie, excusez-moi, pendant le confinement, ils ont démontré en fait que les bénéfices de l'intervention, autant en personne, face à face, que en télétravail, donc téléphonique, les visioconférences en ligne, ont le même taux d'efficacité. Donc, en fait, les résultats sont aussi positifs. Et ça amène vraiment à un changement de vision des choses par rapport à l'intervention en santé mentale, que oui, il y a l'importance de l'espace. Des fois, il y a certaines personnes qui préfèrent en face à face, mais que pour une grande partie des gens, les effets sont autant bénéfiques quand on est en visioconférence, quand on est en ligne. L'importance, c'est l'alliance thérapeutique. Ça veut dire c'est à quel point est-ce qu'on est capable de créer un contact positif avec la personne. Et ça, d'aller faire comme vous faites, ça veut dire, style travailleur de rue, d'aller dans les endroits où est-ce que les gens sont, ben c'est sûr que c'est un aspect très positif pour créer une alliance thérapeutique. C'est de dire, ben moi aussi, je suis gamer, j'aime ça. Let's go, on va parler de jeux, puis à travers ça, il va y avoir, tu sais, si tu veux me parler de quelque chose de plus personnel, ben on peut en discuter. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on vient changer vraiment la perception de l'intervention en intégrant les technologies qui sont la réalité aujourd'hui. Ouais, puis je pense que justement, la pandémie a eu ça de bon, en tout cas pour l'abri. Si ça avait été parti avant, je suis pas sûre que ça aurait été aussi bien reçu par la communauté. Ça, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, je parle des autres organismes, des autres intervenants ou des choses comme ça. Je me pose la question à voir ça aurait quoi la différence. Tandis que là, vu la pandémie, vu que c'est mis en place, vu l'intervention en ligne qui s'est mis en place aussi, que là, les gens font juste ah ben oui, c'est logique qu'il y ait ça, parce qu'on le fait tout. Fait que c'est logique qu'il y ait ça pour les gamers aussi. Fait que je pense que ça fait. La pandémie fait très bien passer aussi le projet. Effectivement. Effectivement. Donc, il y a tout est aligné, on va le nommer comme ça, dans les circonstances pour que le projet fonctionne très bien. Et justement, disons, là, ça fait combien de mois que ça existe, Abri du Gamer? Ça a été fondé officiellement le 26 mars, mais les activités ont commencé le 12 mai. OK. Donc, c'est tout jeune, en fait, en plus. C'est un tout là. petit bébé encore. C'est un petit bébé, c'est ça. Ça va être beau de le voir grandir, parce que Oui. déjà, on dirait qu'il a énormément grandi dans les derniers mois. Ça grandit vite au début, un bébé. Oui, effectivement, c'est vrai. J'ai un ami qui dit souvent, dis-moi, mon but, c'est d'amener mon bébé à l'université. Je pense que c'est le but de beaucoup de parents. Fait que c'est aussi mon but avec l'abri. Oui, on y va étape par étape, mais c'est un très bel objectif. Et en ce moment, disons, qu'est-ce que vous avez mis en place avec Abri du Gamer? Les activités qu'on offre présentement, c'est surtout, il y a la diffusion sur Twitch. Fait qu'on est là du mercredi au dimanche de 7h à 11h le soir. Il y a toujours un intervenant qui est en ligne qui va jouer à quelque chose de son choix. Ou souvent, il y en a qui font des demandes aussi à la communauté. Fait comme, bon, j'ai tel jeu, tel jeu, tel jeu. À quoi ça vous tente qu'on joue en fin de semaine? Puis, on va répondre. Puis là, il y a une belle réponse de la communauté là-dessus. Donc, il y a un intervenant qui est en ligne pour ça. Puis, il y a toujours un intervenant qui est en ligne aussi comme Modo, qui est là sur Twitch et sur Discord. Fait que s'il y a quelqu'un qui veut parler en privé, whatever, là, comme on dit, ça peut être quel sujet, c'est pas nécessairement juste un problème, c'est peut-être une situation qui est arrivée aujourd'hui, ça peut être n'importe quoi. La personne est sur Discord aussi pour faire justement cette intervention en privé là sur les heures de diffusion de Twitch. Fait que le Discord, il sert aussi à, évidemment, à aider à créer notre communauté. Il y a plein de salons où on parle de plein d'affaires. Étonnamment, le salon qui pogne le plus, c'est le salon qui parle de bouffe. On a plein de monde qui mettent des super belles recettes comme des « OK, ça a vraiment pas marché ». Fait que c'est vraiment drôle, mais tu sais, ça incite justement les gens à faire, tu sais, on va parler, oui, de d'autres choses que de jeux. On peut
partager d'autres hobbies. Il y en a qui nous partagent leur art aussi, que ce soit du dessin, de la création numérique, de la musique qu'ils ont faite. La communauté commence vraiment à être vivante puis à partager plein de choses. Fait qu'il y a des gens qui se retrouvent déjà à faire Hey, moi j'aime ça ce que tu fais, je vais te suivre. Ou Hey, on peut-tu parler ensemble, j'aurais peut-être un projet à faire avec toi. Ou Hey, toi, me semble, ça clique bien nos affaires, ça te tente-tu qu'on aille jouer ensemble? Fait qu'il y a vraiment plein de liens qui sont en train de se former. Le but de l'organisme étant genre de briser l'isolement social. Fait que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Fait que c'est comme wow. Merveilleux. Exactement. Ça doit être beau à voir, justement, Oui. comment les gens, tu sais, en ayant des communautés sécurisantes, des safe places, des espaces sécurisants, ben c'est sûr que les gens vont aller rechercher un peu cet endroit-là. Tu sais, c'est rare que on peut aimer, exemple, un jeu vidéo, mais si la communauté, on sent qu'elle est pas inclusive, qu'elle est un peu néfaste, ben ça va nous distancer, ou on n'aura pas autant de plaisir, de bien-être à jouer. Mais quand on sent que l'espace est safe et sécuritaire, c'est là qu'on a le goût de s'investir émotionnellement. Oui, tout Et à fait. justement, briser l'isolement social, entre autres, là. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça marche, et voilà. OK. Et avec Abri du Gamer, tu l'as nommé un petit peu tout à l'heure, mais c'est quoi un peu vos projets futurs, là, de voir continuer à évoluer ce bébé qui grandit quand même assez bien? On a eu des demandes pour faire comme des rencontres de groupe, mais sur notre Discord. Donc, en vidéoconférence, de prendre un soir avec un intervenant puis faire des rencontres de groupe pour discuter de plein d'affaires. Donc là, c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de mettre en branle présentement parce que, ben là, vu tu sais, là, on a beaucoup de bénévoles, mais nos bénévoles sont très demandés. Puis, eux autres aussi ont leur vie, ont leur travail à temps plein. Et puis, éventuellement, quand on va être capable d'avoir des subventions pour être capable de payer des salaires, ben là, on va pouvoir avoir des intervenants qui vont être vraiment juste chez nous. Là, être capable peut-être d'offrir des services justement en dehors des heures de diffusion, parce que ça aussi, on a des gens qui nous font des demandes pendant la journée. Mais là, là, nous, on le voit sur nos téléphones, sur notre Discord, que quelqu'un fait une demande, mais on est tout en train de travailler ailleurs. Fait que là, c'est comme, ben là, on peut pas te répondre présentement parce qu'on n'est pas disponible. Mais là, tu sais, est-ce qu'il y a des gens, justement, que là, ils sont pas aidés ou, tu sais, parce que là, on n'est pas capable de répondre à leur demande là. Tu sais, si c'est la personne, ça fait 1 mois qu'elle hésite à prendre, faire appel à quelqu'un, faire une demande à quelqu'un, puis que là, cette journée-là, elle a dit OK, je prends tout mon courage à 2 mains pour être capable d'envoyer un signal d'aide, puis que nous autres, on répond ben désolé, on n'est pas là. Je trouve ça vraiment plate pour la personne, tu sais, qui va faire bon, ben, OK, c'est beau, ils veulent pas m'aider. Si c'est pas je vais aller ailleurs, c'est bon, ben tant pis, tu sais. Fait que j'aimerais ça qu'on soit capable justement de pouvoir répondre à ces demandes-là. Peut-être pas Oui. l'année. On verra comment je peux aller à ce moment-là. J'aurais aimé avoir aussi un endroit physique pour que les gens puissent venir nous rencontrer, pour qu'ils puissent venir visiter les studios, qu'on puisse faire des lives avec un public, tu sais, des choses comme ça. C'est ça. OK, OK. OK, vraiment comme vraiment des beaux projets. J'en comprends qu'en ce moment, le principal obstacle, bien sûr, c'est l'aspect un peu plus financier parce que ça prend des ressources financières pour exemple, tout ce qui est la formation, l'intervention de groupe, ça demande beaucoup de temps de préparation, beaucoup de temps à animer comme groupe. Il y a l'expertise à aller chercher également. Donc, tout ça demande effectivement des petites ressources financières pour soutenir. OK. Vraiment. OK, OK. Et je m'y connais pas beaucoup en subventions et autres, mais est-ce qu'en ce moment, au Québec, il y a beaucoup de bourses ou de subventions pour ce genre d'organisme? Présentement, je travaille à aller chercher une bourse. Ben, c'est pas une bourse, c'est une subvention qui s'appelle le PESOC. Donc, c'est une subvention qui est offerte par la Santé et Services sociaux, donc par le CIUS. Dans le fond, c'est si on est capable d'être reconnu comme nous étant un organisme en santé et services sociaux. À ce moment-là, ben, le CIUS aura une subvention aux organismes qui font partie de tout ça. Et majoritairement, va servir à payer les salaires aussi, voyez, avec ça. Donc,
Il y a plusieurs types de bourses. Voyons, je dis tout le temps bourse, mais c'est pas ça, c'est subvention. Donc, il peut avoir la subvention qui est dite comme par mission, donc comme celle du CIUS, qui dit, bon, ben, OK, votre mission, c'est ça, vous faites tout le temps ça, fait qu'on vous donne un montant récurrent à toutes les années pour être capable de faire vos activités, puis d'aller chercher la communauté, puis tout ça. Puis tu as d'autres types de subventions qui vont être par projet. Donc, présentement, il y a des subventions des demandes que j'ai faites qui sont comme, bon, ben, OK, on est nous autres en lancement, on veut payer notre local, puis on veut payer nos équipements informatiques. Fait que là, il y a des gens qui vont faire, OK, bon, ben, pour ce projet-là, parfait, on vous donne tant. Fait que c'est les deux types qui existent. OK, OK. Donc là, ça c'est intéressant parce que ça permet justement cette possibilité-là de pouvoir voir plus grand en ayant ce soutien-là financier occasionnel ou récurrent. Donc, OK. Ouais. Je vous souhaite que ça se passe bien. Je sais que souvent derrière ces subventions-là, il y a beaucoup de préparation qu'il faut faire, beaucoup d'administration à mettre en place. Ah oui, c'est long à écrire, c'est compliqué, faut lire entre les lignes, faut savoir ce que les gens qui octroient les montants veulent entendre, veulent savoir, être capable de choisir les bons mots pour les convaincre que le projet est intéressant puis que ça vaut la peine d'investir là-dedans. C'est énormément de préparation. OK. Donc, ben, bonne chance dans cette étape qui peut être longue. Mais bon, le résultat, s'il est présent, est quand même assez positif parce que ça va vous permettre vraiment de mettre en place tous ces beaux projets-là. Oui. Ce qui aide aussi, c'est que, tu sais, il n'y a pas d'organisme comme ça qui existe. Étant donné que, tu sais, c'est nouveau, c'est innovant, c'est nouveau, c'est avec que le gouvernement aussi a mis en place comme service avec la pandémie, justement, en ligne, ben ça vient faire comme un beau wrap-up de tout ça, tout ce qui vient de nous arriver. Fait que je pense que ça aussi, ça nous aide justement d'être comme les seuls qui font cette demande-là en ce sens-là. Là. Vu que c'est original, c'est innovant. Et bien sûr, ça vient répondre à un besoin réel. Surtout. Ça ressort beaucoup à travers la littérature, les recherches. Donc, il y a cette base solide-là qui vous permet qui va vous aider dans votre demande. Oui, exactement. OK. Et je trouve intéressant parce que ça pourrait amener à un autre sujet qui est justement sur la place des femmes dans le domaine du jeu. Et là, comme une double place en fait, parce que tu l'as nommé, autant tu es une gamer, t'aimes jouer, et autant là en ce moment, tu es entrepreneur dans le domaine du jeu et de l'intervention. De ton côté, est-ce que tu as vu qu'il y avait certains obstacles? Est-ce qu'il y a eu des enjeux ou des défis particuliers dans la mise en place de ce projet-là et l'intégration aussi dans la communauté de joueurs? Ben, honnêtement, j'en ai eu zéro. J'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit, j'ai jamais eu de commentaires, c'est jamais arrivé. Même sur les lives, les intervenantes aussi qui sont là, ils n'ont pas eu de commentaires, on n'a pas rien eu de déplacé, on n'a pas eu de message de hate, on n'a pas, c'est pas arrivé. Ça peut arriver éventuellement, évidemment. Peut-être parce qu'on est moins connus encore que justement ces messages-là ne sont pas arrivés. Je pense que la différence étant que sur les réseaux sociaux, on est vraiment affiché comme étant un organisme communautaire. On n'est pas affiché comme juste une seule personne. C'est peut-être plus pas décevant que je cherche. Mais c'est moins tentant de dire Oui. OK, je vais aller niaiser un organisme communautaire, tu sais, que de dire bon ben je vais aller niaiser une nouvelle fille qui vient d'arriver sur Twitch. Mais c'est pas vrai. OK, ben tant mieux. Mon Dieu, ça fait plaisir à entendre parce que il y a comme un double vulnérabilité, donc l'aspect santé mentale, où est-ce que certaines personnes ont encore certains préjugés envers la santé mentale, puis peuvent se servir de ça pour venir j'ai le terme utilisé, mais troller ou rabaisser ou autre. Et l'autre vulnérabilité aussi qui est l'intervention, mais en direct.
Donc, mine de rien, exemple, le streaming, exemple sur la plateforme Twitch, fait en sorte que c'est en direct, donc c'est plus facile d'être vulnérable et d'être attaqué par certains commentaires critiques désobligeants. Donc, je suis vraiment contente de voir qu'au moins l'équipe d'Abri du Gamer n'a pas vécu de commentaires désagréables, discriminants ou autres, et que toi aussi, dans ton intégration en tant qu'entrepreneur dans le domaine du jeu, ça a été bien accueilli. Oui, c'est ça, j'ai pas eu. Je pense qu'il est arrivé un truc la semaine passée. On a eu un follower qui avait un nom trop promettant. C'est moi qui étais en live et je ne me suis jamais rendu compte du nom que j'ai dit. Mais j'étais avec d'autres mondes en audio sur Discord et ça l'a ri, là. Mais ça pleurait tellement que ça riait. Je m'en suis jamais rendu compte. Il a fallu que je me le fasse expliquer puis je fasse comme « Oh my God, je viens de dire ça! » Mais c'est tout. Je sais pas si la personne qui a fait son follow, elle s'est bien marrée, mais en tout cas, nous autres, on a bien ri. C'est peut-être pas l'effet attendu, mais au moins ça a été tourné à l'humour. Non, mais oui, ça a été vraiment drôle. Mais en tant que... Et je pense que tous les streamers en direct vont se reconnaître, mais je pense que c'est arrivé à tout le monde. Ce moment où est-ce qu'on commence à lire de quoi, ou même après, qu'on fait comme « Wow, je viens de dire cela. » C'est ça. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est ça, exactement. Donc, OK. Mais bon, ça, c'est des choses, effectivement, qui peuvent être désagréables, mais qui c'est pas une attaque directe, mais qui peuvent être effectivement désagréables quand même quand on est en situation un peu plus émotionnelle, où est-ce qu'on est en train de parler d'un sujet sérieux, où est-ce qu'on fait de l'intervention, qu'on est en train d'avoir du plaisir et poup, ça vient un peu briser l'ambiance, mais ça peut être tourné à l'humour comme tu as vécu dernièrement. Là. Ouais, c'est ça. Mais ouais, je pense que vraiment comme étant affiché organisme comme officiel aussi, puis c'est mon opinion personnelle. Je sais pas si c'est vraiment ça ou si ça n'est pas connu encore, mais je pense que c'est moins tentant pour les gens de venir dire n'importe quoi. À moins qu'ils regardent pas c'est quoi, tu sais, ça pourrait arriver n'importe quand. Mm-hmm. OK. Donc, même moi, personnellement, comme joueuse, je suis pas quelqu'un qui va jouer en ligne. Je joue en ligne avec les gens que je connais. Je joue pas en ligne avec les gens que je connais pas. Fait que j'ai pas vécu cette situation-là de me faire dire n'importe quoi parce que je suis une fille qui joue. Je pense que, tu sais, ça peut arriver des fois un peu plus avec les FPS, des choses comme ça. C'est quelque chose que je joue pas du tout parce que je le sais que je suis pourrie. Vraiment pas bonne. Fait que je ne joue pas à ces jeux-là. C'est sûr, je vais me faire écœurer si je joue parce que ça marchera pas, tu sais. Moi, le jeu, c'est vraiment un plaisir personnel que je partage habituellement seul. Mon frère, il dit souvent quand il était jeune qu'il me disait « Ah, je peux-tu te regarder jouer au PlayStation? » Puis là, je disais « Ouais, tu peux jouer, mais tu t'assis là, tu bouges pas, puis tu parles pas. » Fait que là, il restait assis, puis il regardait le jeu, puis il disait rien. Là, il m'écarte tout le temps avec ça parce qu'il dit « Tu m'aimais pas parce que tu voulais que je reste assis, puis je parle pas. » Puis là, récemment, c'est arrivé avec mes enfants aussi, mon plus jeune. « Oh, maman, je peux-tu te regarder? » Oh oui, mais tu restes assis, tu poses pas de questions, puis tu parles pas. Fait que c'est vraiment quelque chose, un plaisir que je partage seul. Je joue pas à des jeux, c'est ça, vraiment online. Fait que, je me mets moins à risque aussi qu'il arrive des situations déplaisantes. Les seules fois que c'est arrivé quand que je jouais avec d'autres gens, habituellement parce que j'étais une fille, j'avais le droit à plus de cadeaux. Mais c'est tout ce qui est arrivé. Oui, il y a toujours les deux aspects. Hein. Des fois, c'est une discrimination négative, une discrimination positive. Ouais, c'est ça. Mais dans tous les cas, ça dépend des situations. Mais effectivement, je pense que tu mentionnes quelque chose d'important, c'est que c'est sûr qu'on est plus exposé quand on joue en ligne avec différentes communautés de joueurs et des gens qu'on connaît pas. T'sais, c'est sûr que ça autant ça peut briser l'isolement social, autant ça nous expose aussi à un plus grand risque de commentaires haineux, discrimination ou agressivité verbale ou autre. Encore là, il faut faire attention aux communautés. Il y a des communautés qui sont reconnues pour être un peu toxiques.
autant que des super belles communautés qui sont reconnues pour être très ouvertes et inclusives. Donc, des fois, tu sais, notre style de joueur va être influencé aussi par les communautés dans lesquelles on se reconnaît puis que vraiment on crée un sentiment d'appartenance, là. Eh bien, l'autre aspect, je pense que tu l'as nommé aussi, c'est que dans notre style de joueur, des fois, ben jouer, ça peut être pour l'aspect compétitif, l'aspect social, et des fois, c'est l'aspect le fun et relaxant. Fait que des fois, on se crée cette bulle-là immersive, puis cette bulle-là, parfois, peut être très, très grande, puis ça veut dire les gens autour de nous, oups, tassez-vous de là, je veux ma bulle de jeu. Ouais, exactement. Mais c'est ça, moi, je joue beaucoup à des RPG. Parce que moi, c'est comme lire un livre. C'est comme une histoire dont vous êtes le héros. Fait que c'est ce que j'aime, c'est de pouvoir avoir justement une expérience comme immersive dans un monde fantaisiste, que je me fais une histoire, puis que je vis l'histoire avec mes personnages. C'est pas. Elle est jouée à un jeu juste pour tirer sur du monde. Moi, ça m'allume pas pantoute, là. C'est vraiment pas ça qui me tente. Ça me relaxe pas. Non, c'est ça. Il y en a que ça relaxe peut-être. Non, Mais non. Je pense que tu nommes quelque chose d'intéressant, c'est les jeux narratifs. Qui RPG, jeux narratifs, je pense que on se rejoint bien là-dessus sur l'aspect relaxant que ça amène, puis aussi on dirait que ça vient facilite l'immersion d'un monde imaginaire, et des fois ça fait du bien. Tu en parlais un peu tout à l'heure en début d'entrevue, mais que ça fait du bien des fois de s'évader, que ce soit à travers la littérature, les films, les séries télé, les jeux vidéo. On a toujours un côté de nous qui veut s'évader pour être capable, dans le fond, de vraiment mettre son cerveau à off et se déconnecter. Il y a des gens qui vont voyager pour ça, puis d'autres personnes qui voyagent à travers le divertissement. Mais dans tous les cas, c'est positif, en fait. Il y a l'extrême, là. On veut pas être dans tout noir ou tout blanc, mais on a Non, besoin c'est de ça quand même pour se déconnecter, pour mieux se recentrer par la suite. Ouais. Je trouve ça le fun ce que tu dis parce que c'est quelque chose que j'explique souvent aussi parce que j'ai beaucoup de questions, moi aussi, par rapport à mon entourage avec l'organisme, parce qu'ils comprennent pas justement c'est quoi l'enjeu avec les joueurs de jeux vidéo. Pour eux autres, ceux qui jouent trop, ben c'est parce qu'ils sont juste ouais, addicts, puis ils ont juste à arrêter de jouer puis ça règle le problème. Hein. Mais c'est pas ça pantoute. Puis ce que je leur dis, tu sais, je dis le jeu vidéo en tant que tel, c'est pas néfaste. Tu sais, si tu lis un livre 8 heures par jour, là, puis que ça t'empêche de faire tes activités quotidiennes, puis que ça t'empêche de sortir parce que tu es tout le temps en train de lire ton livre, ben ça devient problématique aussi, mais tu fais juste lire un livre. Mais tu es quand même rendu à l'extrême. C'est la même chose avec le jeu vidéo. Que tu t'en serves pour t'évader, pour faire autre chose de ta journée, ben c'est bien correct. Et quand ça t'empêche d'avoir des contacts sociaux, quand tu sors de chez vous, puis quand tu joues trop, puis tu te laves plus, tu manges plus, ben là, c'est là considéré comme problématique. T'sais. Ben, exactement. Puis c'est intéressant comme sujet parce que dernièrement, j'ai écrit 2 articles sur le sujet de l'addiction dans les jeux vidéo. Puis ce qui ressortait de mes recherches, c'est que justement, exemple, ce qu'on appelle le trouble lié au jeu, ou gaming disorder en anglais, donc une petite traduction, mais en fait, est très peu présent dans les communautés de joueurs. Donc, c'est pas 50% des joueurs qui ont un gaming disorder. Et il y a une très grande différence entre l'addiction à un jeu et, tu sais, le fait d'aimer jouer, et que jouer nous sert à comme mécanisme de défense, de protection ou mécanisme de coping dans la vie. Exemple, un environnement familial qui serait moins dans l'acceptation, moins inclusif, ben un jeune a plus de probabilité, exemple, de tomber dans le jeu vidéo. Tomber, ça veut dire qu'il va vouloir jouer plus aux jeux vidéo parce que c'est peut-être son moyen à lui, aux joueurs, de s'évader, de s'amuser. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Des fois, c'est la manière de socialiser. Des fois, on observe, exemple, chez les personnes avec TDAH, que le jeu vidéo amène un effet calmant à cause de la stimulation, mais qui aide justement à amener un effet inverse de calmer. Donc, il y a beaucoup de personnes avec TDAH qui jouent aux jeux vidéo parce que ça leur amène un état de calme, de gestion émotionnelle. Donc, il y a tellement de variables à prendre en considération qu'on peut pas... C'est très difficile et ça ne se fait pas, en fait, de dire, ben telle personne joue
vient de jouer 5 heures aux jeux vidéo aujourd'hui, il est addict. Donc de garder ça en tête, qu'il y a une très faible partie de la population de joueurs qui répondent aux critères diagnostiques en santé mentale d'une addiction aux jeux vidéo. Dans ces cas-là, c'est comme tu nommais, là, c'est des gens que ça vient nuire à leur fonctionnement et nuire à leur propre bien-être. Mais ça, on peut retrouver ça dans plein d'autres choses. Dans toutes les dépendances, c'est un peu ça, c'est ça l'enjeu. Exactement, exactement. Je regardais une chose que je montrais aussi aux gens qui me posent des questions. Il y avait une image sur Facebook, c'était un petit garçon, comme une petite BD, là, plusieurs images. Sur la première image, il était comme dans une cour d'école, puis il se fait pointer du doigt par des amis dans la cour d'école. Sur l'image d'après, ben, il se fait pointer du doigt par son professeur. Sur l'image d'après, ben, il se fait pointer du doigt par ses parents. Puis après ça, l'autre image d'après, tu vois le petit garçon assis sur son divan avec une manette dans les mains. L'autre image, tu vois une télévision qui est en train de jouer à son jeu, puis c'est écrit You are great dessus. Là, l'autre image d'après, là, tu as le petit garçon qui sourit. Et tu vois que là, moi, je suis bon là-dedans. T'sais, tout le monde, toute la journée, ils ont passé leur journée à me dire ah, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'es ci, t'es ça. Puis là, il dit j'arrive chez nous le soir, puis là, ben, je joue à un jeu, puis je suis bon. Puis ça me donne confiance en moi parce que je le sais que je suis bon là-dedans. Ben, c'est là que c'est sûr que c'est intéressant de jouer à ton jeu vidéo. Quand t'es pas capable d'aller chercher cette approbation-là à l'extérieur, mais que même chose quand tu joues avec une communauté, puis que t'es bon, puis que les gens veulent jouer avec toi, puis qu'ils viennent te chercher pour aller jouer, ben c'est sûr que c'est plus intéressant de vivre ce moment-là que de vivre le moment que tu as passé dans la journée dans le cours d'école à faire rire de toi par tout le monde. Tu sais. Effectivement. C'est un autre enjeu, ça aussi. Oui, mon Dieu, il y a plein de sujets super intéressants qu'on peut aborder par rapport à ça, mais effectivement, tu sais, le jeu vidéo, en fait, devient un moyen de gestion des émotions puis de protection parmi tant d'autres. Tu sais, de certaines personnes, ça va être le sport, mais encore là, le sport, ça peut être aussi dans les extrêmes. Il y a des gens qui vont se surentraîner, des jeunes qui vont juste faire du sport. Mais tu sais, c'est la même chose. Les extrêmes sont négatifs, mais une chose en soi n'est pas nécessairement négatif. Je vais mettre un petit bémol ici parce que je pense que c'est très important. Ça aussi, ça a beaucoup ressorti à travers la littérature. Oui, les jeux vidéo en soi ont des bons et des mauvais côtés, puis des jeux vidéo, jeux vidéo égale pas addiction. Par contre, il y a des jeux vidéo qui favorisent vraiment des comportements négatifs, notamment chez les jeunes enfants qui n'ont pas nécessairement la capacité de discerner les effets comme le looting, les effets comme tout ce qui est le renforcement positif à la surconsommation, exemple, devoir payer pour jouer. Il y a des jeux qui se servent, bien sûr, parce que c'est l'aspect marketing derrière tout ça, mais qui se servent de cet effet-là de You are great pour favoriser des comportements négatifs qui peuvent engendrer justement une addiction. Ça veut pas dire que l'enfant a une addiction, mais c'est comme les jeux de hasard, par exemple, c'est le meilleur exemple. Et il y a de plus en plus de jeux vidéo qui incluent des jeux de hasard dans les jeux vidéo de manière cachée à un public d'enfants. Donc ça, c'est sûr que ce que je dis, exemple, de mon côté, quand j'interviens avec des parents, c'est toujours le jeu vidéo en tant que tel peut être extrêmement positif. Il faut, par contre, la chose à vérifier, c'est quel jeu vidéo est-ce que vous offrez à vos enfants. Donc, c'est vraiment ça. Si tu joues 5 heures à, je sais pas moi, Stardew Valley ou à Minecraft même, l'enfant là peut créer vraiment plusieurs choses extrêmement positives. Et la communauté aussi est aussi très positive. Donc, ça peut être très positif. Mais jouer 5 heures à un autre jeu, disons, tu parlais des jeux de tir ou des jeux, disons, ce que l'objectif, c'est de commettre des crimes puis de faire du mal à d'autres personnes, ou des jeux où est-ce qu'il y a des parties de hasard, où est-ce que tu dois payer pour pouvoir obtenir plus de points. Donc, il y a ça, ces aspects-là, en fait, qui sont à réfléchir. Donc, c'est pas le jeu vidéo en tant que tel, c'est quel type de jeu vidéo est-ce que les enfants jouent. Et ça, c'est de l'éducation à faire aux parents par rapport à comment aider à bien choisir les jeux puis à soutenir les enfants à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y a comme une
Un truc qui change aussi parce que là, on commence à être dans la génération des parents qui ont été gamers, eux autres aussi au départ. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est plus facile pour les parents qui sont gamers d'être capables d'aider leurs enfants puis de leur expliquer de la façon que ça fonctionne que, tu sais, que moi, je prends moi, par exemple, que j'avais pas aucun adulte autour de moi, là. J'en connaissais un adulte qui jouait aux jeux vidéo. Mais les autres, il y a pas personne qui jouait à ça puis qui comprenait pas c'était quoi la patente, là. Fait que je pense que maintenant, on est capable justement de éduquer nos enfants là-dessus. C'est quoi les bons comportements, c'est mauvais comportements. Autant qu'on le fait avec la boisson, autant qu'on le fait avec la drogue, autant qu'on le fait avec n'importe quoi d'autre qu'on veut les mettre en garde sur la bonne utilisation de ces choses-là. Ben, tout à fait. En fait, tu nommes la chose la plus importante, c'est vraiment d'aller informer les gens. Parce que tant et aussi longtemps que les jeux vidéo restent tabous et que ça reste avec cette image-là qui y a une dizaine d'années, je me souviens quand, mon Dieu, c'est ça, plus qu'une douzaine d'années en fait, quand j'étais aux études, puis que la littérature qu'il y avait sur les jeux vidéo, c'était jeux vidéo et violence. Donc, quels jeux sont violents? Est-ce que les jeux vidéo augmentent la violence? Il n'y avait rien de positif par rapport aux jeux vidéo. Donc, tant qu'on reste dans cette mentalité-là, les gens vont pas aller chercher à s'informer, ils vont pas aller chercher à comprendre. Donc, c'est vraiment d'aller offrir de plus en plus de ressources pour aller informer les gens, autant les enfants, les ados, les parents, les enseignants, les intervenants, sur c'est quoi les jeux vidéo, qu'est-ce que ça l'apporte, et notamment qu'est-ce que ça l'apporte au niveau du bien-être. Donc, c'est là que les organismes comme Abri du Gamer apportent énormément parce que justement, ça vient démystifier qu'est-ce que c'est que les jeux vidéo puis à quel point c'est possible de combiner jeux vidéo, intervention, santé mentale, bien-être. Ouais. T'as tout dit. J'ai rien à rajouter. Je m'en allais le dire, mais tu l'as dit. Fait que... bon, ben, et voilà, on était sur la même longueur d'onde à ce niveau-là, mais je trouvais que t'avais bien mis le terrain pour nommer ça, puis je pense que c'est important de garder ça en tête. Exactement. Tu l'as dit, c'est très positif. Il y a de plus en plus de parents qui sont eux-mêmes des gamers, donc tant mieux, ça vient démystifier ça, ça vient permettre d'offrir la base pour plus en plus d'organismes communautaires comme Abri du Gamer. Et pour le reste, ben, il y a plein d'autres ressources, justement, comme Abri du Gamer, qui sont là pour informer, renseigner, sensibiliser l'entourage des gamers sur c'est quoi les jeux vidéo, qu'est-ce que ça l'apporte, comment est-ce que ça peut être utilisé positivement pour améliorer notre santé et notre bien-être. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça ou est-ce qu'on termine sur cette belle note? Ben, je pense que ça termine sur une très belle note. Oui, hein? Et voilà, une très belle finale. Spontané comme finale, mais c'était magnifique. Merveilleux. Peut-être, en fait, pour cette conclusion, je te demanderais juste de redire quelles sont les plateformes où est-ce qu'on peut retrouver Abri du Gamer? Vous pouvez nous trouver sur Twitch en diffusion du mercredi au dimanche de 7h à 11h. On a aussi un serveur Discord, donc Abri du Gamer, qui est nos réseaux sociaux. On est sur Facebook, Instagram, on est sur YouTube. Donc, vous pouvez nous trouver à toutes ces merveilleuses places-là. Génial. Donc, ils sont partout. Reste juste à aller liker pour pouvoir les suivre un peu partout, justement. Aller parler de nourriture sur leur Discord, aller discuter de jeux vidéo sur leur Twitch. Donc, je les vois souvent passer sur Twitch et c'est une très belle communauté. Et bien sûr, je tiens à dire, il y a des très bons bénévoles super sympathiques que vous pouvez voir qui sont là pour discuter et jouer avec vous. Donc, je vais mettre bien sûr tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc, vous pourrez juste aller cliquer dessus pour aller suivre Abri du Gamer. De mon côté, bien sûr, je vous invite, si ce n'est pas le cas, à vous abonner à la chaîne YouTube de Ludipsy si vous voulez voir d'autres projets, entrevues, analyses de jeux en lien avec la santé mentale, bien sûr, et les jeux. Donc, je vous souhaite de passer une belle journée, bon après-midi ou bonne soirée, dépendamment où vous êtes dans le monde, et à la prochaine. Bye!